Alors, bonjour tout le monde. Alors, ce matin, on va vous présenter le rapport de l'étude qu'on a menée en octobre avec Moodwork, My Happy Job et Pearson Talent Lab enfin, qu'on a intitulé Professionnels des RH, comment allez-vous? L'idée étant de mesurer un peu l'état de forme des RH et puis le moral des troupes. Donc ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Zoui. Zoui, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour tout le monde, c'est Segal et je suis le cofondateur des solutions Motiva et Which Care for Me qui sont représentées par Pearson Talent Labs. Super. Fabienne, qu'on connaît, hein, mais qui va se présenter quand même. Je suis Fabienne Brocaret. Merci beaucoup, Christophe, pour l'invitation. Et je suis la rédactrice en chef d'un média en ligne qui s'appelle My Happy Job by Moodwork et qui est spécialisé sur la qualité de vie au travail et le bien-être au travail. Et puis Léopold, qu'on connaît aussi. Bonjour à tous, je m'appelle Léopold Denis, je suis le cofondateur de Moodwork, solution digitale qui accompagne un peu plus de 100 000 salariés dans leur démarche de santé mentale au travail. Et voilà, je travaille aussi avec Fabienne. Super. Alors, on a fait un petit rapport, hein, on ne va pas vous présenter l'ensemble du rapport. Vous pourrez ensuite, d'ici cet après-midi ou demain au plus tard, le retrouver sur MyRHline dans son intégralité. On va quand même s'attarder sur quelques slides, hein. Le premier slide qui est sur l'état de forme général de la fonction RH. Alors, ce qui est important, c'est que cette étude, elle a été menée quand même auprès de 632 professionnels RH. Donc, c'est quand même relativement significatif. 77% des RH déclarent être fatigués. Et à la question, pensez-vous que la crise sanitaire a eu un impact sur votre état de forme actuel? Pour 64% des sondés, c'est oui. Alors pour autant, est-ce que les RH ont été uniquement fatigués par la crise? Est-ce qu'ils étaient déjà fatigués avant? Oui, tu as un avis sur cette question? Oui, tout à fait. En voyant l'état des RH, non uniquement en France, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre, ou d'autres pays, on a eu l'impression que les RH sont fatigués depuis longtemps. Et que la crise a seulement accentué cette fatigue parce que ils sont rentrés dans une zone qui est un petit peu méconnue. Et c'est avant, bon, ils étaient fatigués, mais bon, et ils luttaient pour leur place en sachant un petit peu les règles du jeu. Et arrivé cette pandémie, un petit peu les règles du jeu ont changé et cette fatigue s'est accentuée aussi par l'anxiété, par la peur, par l'inconnu un petit peu. L'inconnu, ça fatigue. Et je crois que la fatigue qui était avant et la fatigue suite à la pandémie a fait que les RH sont un petit peu perdus et ils savent plus comment mener le jeu exactement. Même si une partie réussissent très bien à mener le jeu, mais ça leur demande beaucoup d'efforts mental et émotionnel. Est-ce que cette fatigue, elle est causée par le fait que souvent les RH ont de multiples missions à mener? C'est-à-dire qu'un RH aujourd'hui, il a différentes casquettes, hein. On lui demande de faire de l'administration du personnel, de la paye, de l'évaluation de candidats, du recrutement, de la formation, de la QVT, de la gestion de la rémunération, de la diversité. Enfin, il y a allez, une multitude de sujets à couvrir. Léopold, quel est ton avis sur la question? Mon avis, c'est que c'est ce qui rend le travail extrêmement intéressant. Quand on a un travail qui est diversifié, c'est une vraie source de qualité de vie au travail. Et nous, on le voit chez Moodwork dans les facteurs positifs de qualité de vie au travail, il y a cette diversité. Mais également, c'est l'aspect un petit peu pervers de la diversité des tâches qu'on peut avoir, c'est que ça aide à se réaliser dans son travail, mais ça provoque également une charge mentale qui est extrêmement importante. Quand on doit gérer toutes les thématiques dont tu viens de parler, Christophe, on peut imaginer qu'il y en a certaines, malheureusement, qu'on est obligé de laisser de côté de temps en temps, et donc c'est la thématique à laquelle on pense le soir tard ou le week-end, et c'est ça qui va nous peser. Également, ce que je tiens à souligner aussi, c'est que quand on parle de population RH, on parle de population, en tout cas dans les répondants à l'étude, de personnes qui ont quand même plus de 30-35 ans, qui ont potentiellement des enfants et qui ont dû mener
une double charge mentale, celle de gérer la transformation de l'entreprise et, entre guillemets, un petit peu gérer la transformation de leur famille avec la gestion de nouvelles thématiques qu'ils n'avaient pas à gérer auparavant. Donc vraiment, c'est important à mon avis de ne pas dissocier la vie professionnelle et la vie personnelle, surtout dans une situation de confinement, de changement organisationnel au sein de la famille. Oui. Fabienne, ton Oui, avis tout à fait. Non, c'est intéressant le point de vue, enfin l'angle sur les femmes, parce qu'il y a plusieurs études qui avaient été menées pendant le confinement qui montrent vraiment que l'année dernière, les femmes étaient voilà, beaucoup plus impactées en termes de charge mentale, même quand tout le monde était en télétravail. Hein, les inégalités se sont accrues. Et je rejoins vraiment Zoui dans l'idée que la crise, pour moi, a accéléré la fatigue, c'est-à-dire que la nouveauté, en effet, fatigue, mais le changement perpétuel aussi. Et on est passé de confinement, déconfinement, reconfinement, nouvelles mesures, retour au bureau, passage au modèle hybride cet été. Donc, il n'y avait pas de temps, je dirais, un peu calme de repos pour pouvoir penser à la suite. C'était un changement continu. Et là, je pense que les DRH sont aussi dans le fameux modèle hybride. Comment on essaye de concilier tout ça entre télétravail, présence au bureau, comment on aménage aussi les nouveaux bureaux, quel impact ça a pour les collaborateurs, les managers. Donc, il y a encore plein de chantiers qui s'ouvrent, même si on pensait être vers la fin de la crise. Je pense que du coup, c'est un peu un perpétuel changement qui est usant et qui est fatigant sur le long. Alors pour revenir sur ce que disait Léopold, là je vous mets rapidement l'échantillon de l'étude. Effectivement, on a 85% de femmes qui ont répondu. Alors c'est un peu le standard dans nos études, quand on fait des études sur MyRHline, on a toujours à peu près au minimum 80% de femmes. La fonction RH est quand même beaucoup plus représentée par des femmes que par des hommes. Ce qui est important aussi sur cette étude, après au niveau des tranches d'âge, c'est assez équitable. Et au niveau des types d'entreprises, on a un tiers entre les moins de 100, les 100, 500 et les plus de 500 salariés. Et on a autant quasiment de managers que de non-managers. Et ce qui est important, c'est qu'on a regardé l'étude un petit peu dans tous les sens, en essayant de croiser des critères, etc. Et les données là qu'on vous présente ce matin, elles sont quasiment communes à toutes ces personnes. On n'a pas constaté d'écart significatif, qu'on soit un homme, une femme, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 50 ans, qu'on soit dans une boîte de plus de 10 000 ou dans une boîte de moins de 100. La tendance est vraiment, les résultats sont vraiment d'ordre général. Est-ce que je peux ajouter un point, Oui. Christophe? Mon sentiment est que les RH se sont occupés de tout le monde pendant la crise et personne ne s'est occupé d'eux. C'est vrai. Ça veut dire quelque part, tout le monde se fiait à la fonction RH pour le bien-être, pour résoudre le problème, la communication, voir que les gens sont bien chez eux. Mais on a oublié un petit peu je me demande à quel point le management, ou le CODIR, ou le top management s'est occupé du RH et de sa difficulté humaine, parce que c'était dur pour eux. C'était le plus dur pour eux, en fin de compte. On se rend compte, on en a discuté un peu là en préparant ce webinaire. On parlait de la place des RH dans l'entreprise, justement en France. Et on a un peu l'impression qu'avec l'arrivée du Covid, les directions générales se sont dit, tiens, on a une équipe RH, on va les mettre en première ligne. En fait, moi, j'ai presque tendance à faire un pendant entre les hôpitaux et les entreprises en disant, voilà, les médecins sont occupés ont été mis en première ligne. En entreprise, les médecins, finalement, c'est les RH. On peut quasiment faire ce parallèle, Léopold. Ouais, mais je trouve ça très intéressant comme parallèle. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, notamment avec le Lab RH. C'est que dans une situation complexe, on décide qu'il y a telle ou telle personne qui va gérer la situation. En l'occurrence, nous, on a décidé que c'était les RH, mais maintenant que ça fait 2 ans que la crise continue, il va falloir un petit peu leur donner un peu de mou. On va le voir dans les chiffres qui viennent après, et on l'a vu auparavant. Les RH sont extrêmement fatigués et il y a besoin que quelqu'un s'occupe d'eux. Alors nous, chez Moodwork, on a tendance à dire que la qualité de vie au travail, c'est une responsabilité partagée entre l'organisation et l'individu. Donc l'individu a son rôle à jouer dans sa qualité de vie au travail, en apprenant à gérer son stress, ses émotions et ainsi de suite, mais l'organisation a aussi un rôle très important à jouer dans la santé mentale de chacun. Le problème que l'on constate ici avec les RH, c'est que pendant la crise, ce sont eux qui représentent l'organisation.
Donc, en fait, ils sont un petit peu coupés de ces facteurs organisationnels de qualité de vie au travail parce que ce sont eux qui doivent les représenter. Et donc, ce ne sont pas à eux d'en bénéficier, mais c'est à eux d'en faire bénéficier aux autres. Et c'est là où je vois tout un risque parce qu'ils ne peuvent presque plus que se reposer sur leurs facteurs individuels de qualité de vie au travail. Or, on est dans une période où ils travaillent nuit et jour pour gérer l'organisation et nuit et jour pour gérer leur famille. Donc, en fait, le temps qui leur est donné pour que individuellement ils s'en occupent, il est très faible. Et le temps qui est donné par l'organisation, ben, c'est le temps qu'ils étaient censés donner à eux-mêmes, à eux-mêmes, j'ai envie de dire. Donc, pour moi, en effet, on a là un réel problème. Alors, Zoui, toi, tu as une expérience plutôt internationale. Est-ce qu'il y a une différence entre la place des RH dans les entreprises à l'international versus la place des RH dans les entreprises en France? Selon mon sentiment, oui. Et c'est pas seulement une différence dans le positionnement interne, c'est aussi les formations qui amènent au métier RH. En France, quand même, les RH sont pas des psys. C'est pas des gens qui viennent du soft. Ils sont aussi, ils ont une tendance d'aider les gens, mais c'est pas leur formation primaire. C'est le droit. Il y a beaucoup d'appui sur l'organisation, sur le process, sur la paye, sur les droits de travail. Et à l'étranger, ça s'appelle même pas RH, ça s'appelle de plus en plus Human, le Chief Human Officer. C'est des gens qui sont d'orientation beaucoup plus psy dans leur étude et leur positionnement d'entreprise est beaucoup plus puissante. Ça veut dire, j'ai amené l'exemple de Ballmer Microsoft qui était le DRH et qui est devenu après le PDG. Un phénomène comme ça serait assez rare en France qu'un DRH devienne le PDG d'une société de cette taille. Et je crois que qu'est-ce qui s'est passé que bon, j'ai eu en France une formation plutôt juridique, financière, organisationnelle, avec quelques zestes de psycho. Et là, qu'est-ce qu'on m'a demandé? C'est 50% de mon activité de s'occuper de la psychologie des gens. Et j'ai pas eu les outils, j'ai pas eu les compétences, j'ai pas eu la formation, et je ne sais pas si j'ai eu la motivation aussi de le faire. Et ça, c'est qu'est-ce qui est en plus ça a amené une charge mentale et émotionnelle et un burn-out quelque part à ces RH parce que bon, ils se sont confrontés. Bon, c'est pas seulement que je travaille sur beaucoup plus, que j'ai beaucoup plus d'inconnus, mais sur quelque chose que je suis moins formé à faire. À la différence des étrangers qui ont plus de formation dans ce domaine. Alors du coup, Fabienne, ça me fait rebondir sur une question, toi qui es experte sur toutes les questions liées à la qualité de vie du travail en entreprise. Est-ce que c'est pas compliqué justement pour le RH de mettre en place des stratégies de QVT alors même qu'ils n'ont pas la formation initiale pour le faire? C'est intéressant en effet de se replonger sur d'où viennent les RH et quelle est leur formation. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir, il y a des exemples justement dans le chat de personnes qui se sont formées après à la psycho. Donc, je trouve ça très intéressant. Et quand on parle de qualité de vie au travail, de bien-être au travail, pour moi, il y a plein de dimensions et la psychologie compte énormément, la psychologie du travail. Mais c'est aussi intéressant d'aller sur d'autres pans. Ça correspond aux pratiques managériales, aux conditions de travail. Donc, il y a un plan légal, juridique, psychologique, mais il y a aussi des choses très concrètes du quotidien et il existe aujourd'hui des diplômes universitaires liés à la santé au travail qui peuvent être très intéressants. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter pour les DRH qui seraient intéressés à aller voir en termes de formation continue ce qui existe pour justement se spécialiser. Et après, il faut aussi s'appuyer sur les ressources humaines justement en interne. Pour moi, la qualité de vie au travail, comme le disait Léopold, c'est la direction, les RH et les collaborateurs. Et je pense que c'est en co-construisant qu'on y arrive et pas avec une décision unilatérale des DRH. Donc, je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur les compétences d'autres personnes dans l'entreprise. Alors, on va regarder quelques chiffres de cette étude sur la perception qu'ont les RH de leur entreprise. Alors, on a des chiffres qui sont assez parlants. 60% des professionnels RH indiquent avoir une vision peu claire de la direction que poursuit l'entreprise. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez fort.
64% expriment ne pas avoir l'impression que l'entreprise se donne suffisamment les moyens de ses ambitions. Donc ça signifie clairement que, moi je l'interprète en disant les RH ont un manque d'engagement flagrant vis-à-vis de leur entreprise. Léopold. En effet, je pense que il y a déjà un sujet qui me semble assez intéressant à souligner, c'est que dans pas mal de petites boîtes, et on le voit notamment dans les startups, c'est que on commence par avoir un DAF, et quand le DAF n'a plus le temps de s'occuper des salariés, on recrute un RH. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que ça relègue, on va dire, la fonction RH à une fonction extrêmement administrative. Et donc, ça veut dire qu'on le voit non pas comme un potentiel et un objectif d'amélioration, mais juste comme une case à cocher. Et je suis intimement persuadé que si on faisait une étude, une différence entre ceux qui recrutent en premier un DAF et ceux qui recrutent en premier un RH, je pense qu'on verrait sûrement une nette différence de productivité entre les équipes de l'une et de l'autre. Peut-être que l'une serait mieux gérée financièrement, mais l'autre serait assurément plus productive. Et ce qui rend la chose encore plus dommage et ce qui rejoint un petit peu ces chiffres, c'est que résultat, le RH considéré non pas comme une entité à part entière, se retrouve un petit peu comme un bras droit de DAF et qui a uniquement un rôle légal, et donc il n'est pas inclus en effet dans la vision de l'entreprise. Moi, je suis intimement persuadé que avec un petit peu plus d'implication de la part des directions générales dans l'humain, on traverserait beaucoup mieux la crise et on arriverait surtout à beaucoup mieux transformer les organisations. Alors c'est quand même inquiétant parce qu'on se rend compte là qu'un RH sur deux ne croit pas en son entreprise, donc n'est pas motivé, n'a pas confiance en sa direction générale, ne se retrouve pas dans les valeurs de l'entreprise. Donc ça, bon, alors on peut se dire, comme beaucoup de salariés qui pendant le confinement ont eu le temps de faire un peu d'introspection et de se dire, finalement je suis pas à ma place, je me retrouve pas dans les valeurs de l'entreprise. Mais là, c'est quand même un RH sur deux. Fabienne. Oui, c'est énorme. Enfin, moi, les chiffres, je les trouve assez énormes, comme tu le dis, en termes d'engagement et surtout d'être en décalage avec les valeurs portées par l'entreprise. Parce que s'il y a bien une fonction pour moi qui doit être engagée et pour embarquer aussi les équipes, comme un manager, quand il y a un trop gros décalage que le manager n'y croit pas, son équipe va avoir du mal à y croire. Et pour moi, c'est la même chose au niveau des ressources humaines. Si le service des ressources humaines doit porter une entreprise pour laquelle il ne voit même pas quelles sont je dirais la culture, l'ADN de l'entreprise, c'est quand même très très gênant, je trouve, pour imaginer les projets de transformation dont on parle énormément, le fameux monde d'après la crise. Donc pour moi, c'est vraiment ces chiffres sont assez forts et montrent quand même qu'il y a un gros travail à faire de la part des directions pour réussir à embarquer les RH et peut-être mieux communiquer aussi. Alors, François me donne une super transition. Il dit, est-ce que ces chiffres n'indiquent pas l'impuissance des RH à peser dans la stratégie de l'entreprise? Alors, en fait, ça rejoint un peu ce que disait Zoui tout à l'heure. On a une perception de la fonction RH qui est très franco-française, très administrative, même si effectivement, d'un point de vue marketing, on lit tous les jours que la fonction RH se digitalise, se réorganise, se réinvente. Mais entre ce qu'on lit et la réalité, il y a quand même un pas à mener, des budgets, à mettre en place, des projets. Et puis surtout, il y a une ambition de l'entreprise à faire évoluer la fonction RH et à faire évoluer la perception qu'ont les directions générales de la fonction RH. C'est un peu ça, Zoui, finalement. Ce problème de désengagement, il est aussi lié à un problème de positionnement de la fonction RH dans l'entreprise. Je crois qu'il y a un amalgame entre engagement et motivation. C'est pas la même chose. Je crois qu'il y a une démotivation et pas un désengagement. Le désengagement est plutôt émotionnel quelque part. Moi, et la motivation est plutôt cognitive. Et nous, dans nos modèles et dans nos études qu'on a fait dans pas mal d'entreprises à travers le monde, on a vu qu'il y a une différence. L'engagement, il existe. Et il y a des gens, où il y a le problème, c'est quand il y a des gens qui sont engagés, partiellement engagés ou complètement engagés, mais qu'ils ne sont plus motivés. Et là, ça, c'est le constat qu'on voit, le désillusionnement, le besoin la volonté de quitter l'entreprise.
Et qu'est-ce que les chiffres montrent? Qu'en fin de compte, il y a un problème de motivation plutôt que d'engagement. Ça veut dire l'engagement, je crois que les gens aiment leur entreprise en général. Mais ils ne se trouvent pas parce qu'ils ne font pas les choses qu'ils aiment. Ou ils n'ont pas le soutien pour faire les choses qu'ils aiment. Ou qu'ils n'ont pas la position qu'ils veulent. Et ça, c'est un problème de motivation clé, un problème de motivationnel et moins d'engagement. Et il y a toujours cet amalgame entre ces deux phénomènes qui sont liés, mais qui ne sont pas les mêmes. Oui, mais tu seras d'accord sur le fait que à terme, la démotivation va générer du désengagement. Oh oui, ça c'est sûr. C'est sûr, mais il est beaucoup plus facile de travailler sur la motivation que sur l'engagement. L'engagement, c'est top-down. La motivation, c'est bottom-up. Et si on donne aux gens les outils pour travailler sur renforcer leur motivation clé, au moins une motivation clé, identifier leur motivation clé et renforcer une de ces motivations clés, ça va être plus facile après d'engager les gens dans un processus top-down de toute l'entreprise. Et qu'est-ce que les entreprises font généralement? Elles font des processus top-down, des baromètres pour identifier des points à re-engager, mais ils oublient la motivation des gens. Et les gens peuvent, ça veut dire, il y a peut-être un engagement, mais je ne suis pas motivé de qu'est-ce que je fais. Et là, le résultat, c'est que je ne suis pas bien dans ma peau. Au que j'arrive, il y a un phénomène très intéressant qu'on a constaté, c'est le mariage blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne suis pas engagé, mais je fais quelque chose que j'aime. Alors, je peux le faire aujourd'hui dans une entreprise A, demain une entreprise B qui va me proposer un petit peu plus de salaire, et c'est tout. Mais si on ne s'occupe pas de cet engagement et de cette motivation surtout, c'est qu'est-ce qui va arriver? Qu'il y aura désengagement et démotivation globale dans l'entreprise. Et on le voit, hein, 63% déclarent que leur manager ne se comporte pas suffisamment en coach efficace avec eux. Exactement. C'est quelque chose qui revient dans l'étude, le manque de soutien du management auprès de la fonction RH. Léopold, ton avis là-dessus sur l'impact de ce manque de motivation? Je pense que c'est en effet un sujet de reconnaissance qui est très important, surtout quand on traverse 2 années de crise où les RH ont eu l'impression d'être sur le front, d'énormément se donner et ainsi de suite. Vu que les RH ont été considérés comme le bras armé pour gérer la crise, eh ben, on est venu en soutien aux salariés, mais on n'est pas venu en soutien suffisamment à son bras armé en lui apportant la reconnaissance qu'il méritait, parce que bon, on a eu affaire à des situations légales qu'on a dû gérer, à des situations sanitaires et ainsi de suite. Et la reconnaissance, on la formulait sous forme de soutien auprès des salariés. On va vous aider, bravo, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et les RH, eux, de leur côté, ils n'ont pas eu le soutien de la part des collaborateurs, ils ont eu que des demandes et des demandes et encore des demandes, et de la part de la direction, ils ont eu des directives. Et eux, ils se retrouvaient entre le marteau et l'enclume. On dit souvent que la fonction RH se situe entre le marteau et l'enclume, entre les salariés et la direction. Et bien là, ça a été la même chose, mais puissance 10. Donc le besoin de reconnaissance, là, il est énorme. Et une entreprise qui n'a pas prouvé la reconnaissance aux salariés, mais après, on ne peut pas s'étonner que le salarié, il se sente, soit il se désengage, soit il se démotive, mais vu qu'il le fait pour l'humain, il continue à le faire. Il est plus engagé vis-à-vis de son entreprise, il est engagé vis-à-vis des humains qui la composent. Et ça, je pense que c'est très important de faire le distinguo entre les deux. C'est qu'on a affaire à des personnes pour qui l'humain est plus important que tout. Et que l'entreprise soit bonne ou mauvaise, que les valeurs de l'entreprise y soient alignées ou non, ces valeurs individuelles, celles du RH, vont faire qu'il va continuer à s'engager auprès des collaborateurs. Je veux renforcer qu'est-ce que tu dis, Léopold, avec deux constats. Un, que le MBA de Harvard, il a décidé il y a quelques années de changer le contenu la proportion de ces sujets en allégeant le côté finance, côté process, côté plutôt hard skill, et de mettre plus l'accent dans le pourcentage des études sur le côté soft skill, parce qu'ils se sont rendus compte qu'un top manager, c'est avant tout un coach, un leader, et pas un manager. Et si on voit un petit peu Google, par exemple, dans les 10 critères de leur bon manager, il y a 6 critères soft et 4 critères hard uniquement. Et deuxième constat, dans nos études qu'on avait fait, on a rencontré qu'il y a 3 types d'engagement. Il y a un engagement fonctionnel, c'est de faire qu'est-ce que j'aime. Il y a un engagement de valeur,
c'est d'identifier avec les valeurs d'entreprise, avec le projet de l'entreprise. Il y a, comme tu dis, l'engagement social. C'est l'engagement avec mon équipe, l'engagement avec mon manager direct aussi, que ça, on oublie le rôle majeur du manager direct dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas le rôle de RH, parce que le RH est un petit peu éloigné, mais l'engagement des gens, il dépend énormément du manager direct. Ils s'engagent vers le manager direct, et les gens qui quittent l'entreprise, beaucoup de fois le font à cause du manager direct. Et pas, ils ne quittent pas une entreprise, ils quittent leur manager. Et c'est pour ça qu'on doit faire un petit peu. Je crois que vous deux, vous avez tout à fait raison que la notion soft, l'aide aux managers est très importante, mais les managers en France, le top management, ils ne savent pas aussi comment le faire parce qu'ils n'ont pas étudié ça, parce qu'ils ne sont pas sélectionnés ou recrutés avec ces facteurs-là. Ils sont recrutés avec des facteurs très classiques de finance, de stratégie et pas des facteurs humains. Alors on le voit hein, dans l'étude, effectivement il y a une défiance vis-à-vis du top management, mais par contre on a 70% qui disent avoir la chance de travailler avec des collègues compétents dans leur domaine. Il n'y a pas de problème au niveau de l'équipe RH en tant que telle. Il y a quelques RH qui nous ont dit ça serait bien de recruter des gens compétents, mais dans la majorité on sent que les équipes sont quand même assez soudées, mais ont une défiance vis-à-vis de la direction de l'entreprise. Donc on a un souci de toute façon au niveau de l'accompagnement managérial. Et là, on revient un peu à ce que disait Léopold tout à l'heure, hein, dans les chiffres suivants, ce qu'on a mis ici, c'est qu'une majorité de RH ont de l'intérêt pour leur travail, mais ils n'ont pas suffisamment de moyens et ils n'ont pas de feedback. Donc, qui dit manque de feedback, dit manque de visibilité. Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que je suis bien aligné avec l'entreprise? En fait, ils sont un peu perdus, noyés dans la multitude de tâches et de missions qui leur sont confiées. Fabienne. Oui, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on retrouve ça, comme on faisait le parallèle tout à l'heure avec l'hôpital, c'est des métiers où les gens trouvent du sens dans leur mission, se sentent utiles, mais n'ont pas forcément les moyens et la reconnaissance au quotidien. Et c'est des secteurs où il y a un décalage aussi avec la manière dont on veut bien faire son travail. Là, on retrouve je trouve le travail bien fait d'Yves Clos, c'est-à-dire j'aime mon travail, j'aime mon métier, les missions, mais par contre, il y a un fort décalage entre la manière dont je voudrais exercer ce travail et la manière dont je peux vraiment l'exercer au quotidien. Et ça, c'est une vraie source de mal-être et d'usure, je pense, au quotidien, parce qu'on est en décalage entre la manière dont on peut vraiment faire son travail et ce qu'on voudrait faire. Et ça épuise parce que je pense qu'à l'inverse, on va peut-être parfois se surengager pour y arriver et au final pas avoir les résultats qu'on voudrait. Donc, je trouve des chiffres aussi intéressants sur ce point de vue-là. Alors un slide qui est intéressant, où on demandait un peu comment les RH pensaient être perçus dans leur entreprise. Et on a 39% qui ont le sentiment que les salariés n'ont pas de reconnaissance pour la fonction RH, 23% qui n'ont pas d'avis sur la question. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils s'en foutent, mais ils ne savent pas en fait, ils n'ont pas d'avis. Et 38% qui ont le sentiment par contre que effectivement les salariés ont de la reconnaissance. Donc j'ai envie de dire, il n'y a que 38% des RH qui pensent que les salariés ont de la reconnaissance pour la fonction RH. C'est quand même c'est stupéfiant comme chiffre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que les salariés en entreprise n'ont pas conscience ou n'ont pas connaissance de l'ensemble des missions de la fonction RH. Il y a forcément un problème de communication interne sur quelle est la place de la RH dans l'entreprise et quel est son rôle et qu'est-ce qu'elle va vous apporter. Donc ça aussi, on peut imaginer que c'est un défaut de communication de la part, et un défaut de communication et de soutien de la part des COMEX. Pas uniquement, je crois aussi que c'est la faute du RH lui-même. Parce que une chose qu'on a compris très bien il y a 20 ans déjà, qu'un des rôles majeurs quand un RH rentre en jeu, c'est de se faire internal branding, c'est-à-dire se faire sa com interne.
Et ça, comme interne, c'est pas seulement dire je suis bien, je suis bon, je suis pour vous, mais de faire des choses pour des projets QVT, des projets d'amélioration du développement des gens et de montrer que ça vient de. Et beaucoup de fois, il n'y a pas assez de projets, premièrement. Les gens ne savent pas l'origine de ce projet. Et beaucoup de fois, les RH, ils lèvent la main, ça veut dire, c'est parce qu'ils luttent sur ces projets. Des fois, ces projets-là, c'est les premiers à être un petit peu réduits quand il y a une situation de crise. Alors, les gens associent le RH avec des projets de licenciement, les projets sociaux, en fin de compte. Et ils ne voient pas tout ce côté-là énorme que le RH fait pour améliorer la qualité de vie, le développement, leur bien-être dans l'entreprise, leur niveau de leur formation, leurs compétences, parce qu'ils font passer de pub interne, tout simplement. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai. Ouais. Je suis raccord. J'allais te poser la question, Léopold, justement, par rapport à ça. Quand un client souscrit à Moodwork, le salarié est content de la solution Moodwork ou est content que le DRH ait choisi la solution? Alors, nous, les salariés sont contents. Enfin, on a d'excellents feedbacks de la part des utilisateurs de notre plateforme. Mais moi, là où je voulais rebondir sur Zoui, et ça va faire un parallèle avec notre plateforme, c'est que ce que je remarque, c'est que le RH, une de ses grosses contraintes quand il met en place une solution comme Moodwork, c'est de savoir combien de temps ça va lui prendre. Et en fait, je rejoins Zoui, hein, c'est très important pour le RH de montrer ce qu'il va faire sur les sujets de santé mentale, sur les sujets de bien-être, de soft skills, de formation, etc. Bref, tout ce qui va vraiment toucher le collaborateur plus que l'aspect très légal et administratif. Le problème, c'est que le légal et l'administratif et tout ce qu'il est obligé de faire vis-à-vis de son COMEX, vis-à-vis de la loi, bah, ça lui prend jusqu'au vendredi midi. Et donc, en fait, il lui reste son vendredi après-midi, et c'est marrant, on a recruté une ancienne RH chez Moodwork, elle me disait, elle travaille en tant que commerciale chez nous, et elle me disait, bah, moi, si je peux vous donner un conseil, contactez les RH le vendredi après-midi, parce que tout le début de la semaine, on gère des emmerdes, des problèmes légaux, et ainsi de suite. Et donc, en fait, le temps qui est donné au RH, et c'est peut-être ça la différence, Zoui, dis-moi si je me trompe, mais entre le RH français, le RH américain et le RH anglais ou je ne sais trop où, c'est qu'en France, le RH est assommé par des nouvelles contraintes légales et ainsi de suite, ou des contraintes légales tout court, qui font que son métier est composé dans un pourcentage assez élevé de choses obligatoires à faire, et il est que dans le must-have et il n'est jamais dans le nice-to-have, il n'est jamais dans cette possibilité de développement, d'amélioration du capital humain, ce qui est extrêmement dommage et ce que je ne pense pas qu'on puisse mettre sur son dos en fait. Je pense que il a une charge de travail incompressible qui est, j'ai envie de dire, sociale, sociétale, et que malheureusement, et il y a ceux qui travaillent comme des dingues, qui arrivent à se sortir un peu de là, mais l'objectif, c'est pas non plus qui se tue à la tâche. Et donc, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue, quoi. Je suis complètement d'accord. Je vais amener deux exemples pour renforcer ce que tu viens juste de dire. Et une des solutions Motiva, c'est d'aider aux employés de renforcer leur motivation clé. Et ça veut dire quoi? Identifier qu'est-ce qui sont leurs motivations clés dans différents aspects comme le métier, les activités de travail, l'entreprise, les collègues, le manager direct et la vie en général, et de les renforcer. Donc, ils ont deux moyens de les faire, tout seul ou avec un coach interne de l'entreprise ou un coach externe. Il y a 3 ans, on a commencé ce projet avec un des plus grands retailers, je ne sais pas comment on dit en français, retailer, style Carrefour, Auchan, ces chaînes à distribution, voilà. Les distributions. Et là, on a rencontré la comité d'entreprise. Et ça veut dire le RH, il est venu avec énormément de volonté de faire quelque chose pour les gens. Et là, les syndicats se sont arrivés en force pour voir à quel point c'est vraiment aider les gens ou les contrôler. Et en fin de compte, on a fait ça avec les syndicats et c'était un grand succès. Mais il y a un an, il y a quelques mois, on a fait de nouveau avec une grande compagnie d'assurance française. Et de nouveau, on a rencontré que avant que le RH arrive avec des idées énormes, à cause de la pandémie, il voulait donner quelque chose de supplémentaire aux employés. Il les a donnés, aux collaborateurs, il les a donnés, mais avec les conditions des syndicats. Ça veut dire après l'aval des syndicats. Ça veut dire que beaucoup de fois, le RH,
dans le domaine un petit peu du bien-être, du développement, de la motivation. Il veut faire des grandes choses pour les collaborateurs, mais pas tout le monde dans l'entreprise est d'accord avec ça et un petit peu mettre des bâtons dans les roues au RH. Ils dépensent énormément de temps. On a vu combien de temps c'était des échanges de mails, de calls pour résoudre tous ces problèmes quand le RH voulait faire que du bien pour l'entreprise. On appellera aussi Emmanuel Macron à la fin de ce webinaire pour lui demander d'accélérer la simplification administrative en France qui devrait dégager largement nos amis RH. Oui, puis je pense qu'il y a eu une méfiance quand on parlait tout à l'heure qu'on voit justement le RH quand on arrive dans l'entreprise et quand on en part ou quand il y a des plans de licenciement. Je pense que beaucoup de salariés assimilent le DRH à la direction, les dirigeants et pas à leur porte-parole aussi dans l'entreprise qui leur veut du bien, qui veut. Donc je pense qu'il y a aussi toute l'image qu'on a du RH. Et ce qui est intéressant, ce serait de voir aussi quand on disait tout à l'heure que les DRH ne sont pas forcément reconnus par les salariés. Est-ce que les salariés savent exactement ce que font les RH? Je pense que beaucoup l'ont découvert pendant la crise, mais du coup, je pense qu'on est loin. Voilà, on parle beaucoup des fois dans les entreprises d'un vie ma vie. Ce serait intéressant d'inviter quelques salariés pour que les salariés se rendent compte de ce que font vraiment. C'est quoi le quotidien d'un DRH? Alors bien évidemment, tout ça, tous ces problèmes de motivation, ils sont aussi liés, donc on l'a dit, à la place aussi de la fonction RH dans l'entreprise. Donc là, on a pas mal de RH qui ont exprimé des attentes en matière de rémunération, qui 56% pensent que leur rémunération n'est pas suffisamment acceptable au regard du marché local. Je dirais même que leur rémunération est peut-être pas acceptable au regard des autres fonctions de l'entreprise. Si on compare les lignes de rémunération des fonctions finance et des fonctions RH, on a entre 20 et 30% d'écart dans les entreprises. Si on prend un DRH en COMEX par rapport à un DAF ou un DSI, le DRH, dans 99% des cas, est numéro 3 en termes de rémunération. Donc on a un réel problème de positionnement dans l'entreprise. Moi, je discutais avec une DRH il y a peu de temps qui me parlait de son salaire. Bon, elle est au COMEX, elle a la 5e chaise au COMEX. En plus, c'est une femme. Donc dans un COMEX qui est composé uniquement d'hommes, c'est la seule femme, et en plus, elle est DRH. Donc, c'est la rémunération la moins forte de l'entreprise. Et elle a pas d'arme pour combattre ça. C'est comme ça, c'est un fait établi. Zoui, ça te fait sourire parce que t'es pas surpris de ça, en fait. Ah non, je suis pas surpris parce qu'à l'étranger, c'est pas le cas du tout. Aux États-Unis, déjà, qu'est-ce qui est intéressant qu'aux États-Unis, le métier du RH, c'est pas un métier spécialement féminin. C'est un métier, mais féminin, masculin. Il n'y a pas de label sur le sexe du DRH et les salaires sont équivalents. Ça veut dire le salaire, en général, le salaire du RH, il est ajusté au salaire du marketing, de la finance, des autres fonctions. En France aussi, il y a aussi une différence, et ça c'est un problème beaucoup plus profond de la différence des salaires entre les hommes et les femmes, qu'ils n'ont pas les mêmes salaires. Ça c'est quelque chose on n'est pas dans les pays nordiques où il y a l'équivalence complète, on est encore avec un retard assez énorme. Et comme la plupart des RH sont encore des femmes, et on voit dans l'enquête que la plupart des répondants sont des femmes, traditionnellement, les femmes, ils ont un salaire moindre que les hommes, ce qui n'est pas le cas à l'étranger, surtout dans les pays anglo-saxons. Parce qu'il y a eu ce travail de contrôle et de règles qui a été mis en place bien en avant. En France, c'est quand même assez récent. L'égalité femmes-hommes, ça date pas d'il y a 15 ans en France. Non. Ça a été médiatisé sur ces 5 dernières années. Ouais, c'est exactement. Comme en France, on fonctionne un peu à la matraque, donc les entreprises s'alignent. Plus la taxe est importante, plus elles s'alignent. On est uniquement sur on fait avancer les entreprises par la contrainte. On les fait pas avancer en leur faisant prendre conscience de quelque chose. Ça, c'est un problème culturel. C'est un problème culturel. Ouais, c'est un problème culturel. Ça va prendre du temps à changer. Alors pour autant, on a quand même des choses positives. On a 82% des RH qui estiment donner le meilleur d'eux-mêmes pour leur entreprise. Ce qui est positif quand même dans cette étude, c'est que les RH sont quand même contents de leur job.
Ils sont pas en train de dire on en a marre de bosser, de bosser dans la fonction ressources humaines. Ils sont en train de dire voilà, on a un problème de positionnement, on a un problème de soutien, de feedback, mais pour autant, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est pour ça que tout à l'heure, on faisait le parallèle avec les hôpitaux. Les fonctions hospitalières donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors, c'est un peu... on caricature, bien évidemment, mais on a des pendants qui sont assez similaires en termes de fonctionnement. Oui, mais aussi un petit problème, c'est qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, on ne peut pas le mesurer. Ouais. Et la métrique de RH n'est pas encore assez développée par rapport au marketing. Voilà, la finance, c'est très facile mesurable. Je vends plus, je gagne plus. Et la métrique RH rentre. Elle est plus appliquée qu'avant, mais elle n'est pas encore complètement appliquée. Ouais, et ça, c'est la manière de mesurer. Je fais beaucoup, et c'est vrai, parce que la plupart des RH que j'ai connus en France, c'est des gens qui ont fait énormément. Ils ont des grandes idées. Et qu'est-ce qui est un petit peu marrant, quand ces gens-là, la plupart quittent l'entreprise, ils vont vers une carrière de coach pour aider les autres. Ce qui est intéressant. Et pour rebondir sur ce que tu dis, dans les fonctions RH administratives, c'est même pire que ça. On a des indicateurs de suivi. Mais en fait, on mesure tous les mois le nombre d'anomalies ou d'erreurs ou de problèmes remontés par les salariés. On fonctionne jamais en se disant voilà les points positifs. Par exemple, sur la paye, on va mesurer les anomalies en paye du mois. Et voilà, on finit le mois en disant il y a eu tant d'anomalies, c'est acceptable, pas acceptable. On va jamais fonctionner en se donnant des indicateurs positifs. Donc ça aussi, c'est un problème dans la fonction RH, c'est qu'on a toujours tendance à s'auto-flageller quelque part. Et il y a un concept, Christophe, qui est très intéressant, que j'ai eu l'occasion de découvrir pendant mes études que je suis actuellement, qui est le concept d'absence. L'objectif du RH, c'est l'absence de problèmes, l'absence de bugs dans la paye et ainsi de suite. C'est pas l'existence de quelque chose, typiquement en marketing, une augmentation de la visibilité, en commercial, une augmentation des ventes et ainsi de suite. Le principe même, c'est l'absence. On constate l'existence de la fonction RH quand il y a la présence d'un problème et on ne favorise pas, on ne félicite pas l'absence de problème lorsqu'il y en a. Et c'est ça, en fait, tout le problème et tout le paradoxe de la fonction RH. C'est qu'on fait quelque chose pour qu'il n'y ait rien. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je rebondis aussi sur un point là qu'on a eu tout à l'heure. Quelqu'un disait, alors tu disais, voilà, des anciens RH quittent leur fonction et deviennent coach. Il y a quelque chose qui est aussi culturel en France, c'est que autant certains RH vont proposer à leurs salariés des solutions d'accompagnement psychologique, de coaching, etc. Mais ils se l'appliquent assez rarement à eux-mêmes. Parce qu'en France, aller voir un psy, c'est encore un peu tabou. Se faire accompagner, c'est encore un peu tabou. Alors si je suis DRH, aller voir mon boss pour lui dire que moi-même, mon équipe a besoin de se faire coacher, a besoin d'assistance ou de soutien moral ou psychologique, ça va pas le faire, quoi. On va se dire, tiens, c'est quoi ces RH, quoi. Donc il y a aussi un problème à ce niveau-là, c'est-à-dire il faut que les RH puissent dire, nous aussi on a besoin d'être accompagnés, on a besoin de solutions de coaching. Et aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas, ils ont pas le droit de le dire, tout simplement. C'est un peu le ressenti qu'on a. Oui, je pense dans beaucoup Christophe, d'entreprises. Vas-y, Fabienne. Dans beaucoup d'entreprises, il y a des programmes dédiés aux managers, par exemple, sur la qualité de vie au travail, des choses spécifiques qui sont faites pour ce rôle de manager. Et je pense que ce serait intéressant de voir selon, en effet, le type de métier exercé dans l'entreprise. Il y a des problématiques différentes, et pour les RH notamment. Et en France, oui, on a parfois du mal avec la vision de faire appel à un psy. Et je pense qu'on a aussi du mal sur le côté vulnérabilité au travail, montrer ses fragilités, ses failles. Faut être la Wonder Woman ou le super-héros et surtout garder
gérer voilà, toutes ces failles pour soi. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Et c'est aussi important que les RH s'autorisent à profiter de ce qui existe déjà, que ce soit les programmes qualité de vie au travail qui sont mis en place, que les RH, comme les managers, on demande souvent aux managers d'être exemplaires en termes d'équilibre de vie pro-perso, de déconnexion, que les RH aussi participent à ces temps-là de l'entreprise pour en bénéficier et ne se mettent pas à part en disant qu'ils ne font pas partie des salariés ou des collaborateurs. Et c'est là que Léopold intervient. Alors, ouais, avant de parler de ça, Christophe, je voulais juste dire, en fait, c'est un constat qu'on a fait pour refaire le parallèle avec les hôpitaux. C'est je suis RH ou je suis médecin. J'ai 1 heure de mon temps à utiliser. 1 heure de mon temps à utiliser, ça peut me permettre soit moi individuellement d'avoir un accompagnement, soit de mettre en place une démarche QVT1, un accompagnement, etc., de soutenir les autres. Et donc, en fait, le raisonnement, il est assez mathématique et assez pervers pour le RH parce qu'il va se dire, soit je m'accompagne moi, donc j'ai 1 heure et je m'accompagne moi, soit cette heure, je peux la mettre à profit pour aider 5, 10, 20, 30 personnes. Et en fait, ce raisonnement fait que on se met toujours en seconde position vis-à-vis des autres. Et c'est pour ça qu'on est sur des profils qui considèrent qu'il n'y a rien de plus important que l'humain et qui, en fait, sont prêts à délaisser leur propre santé mentale au profit de celle des autres. Donc, pour rejoindre ce que tu allais dire, Christophe, ce qu'on a décidé de faire au vu des résultats de l'enquête qu'on a menée, c'est de proposer la plateforme Moodwork de façon entièrement gratuite pour l'ensemble des RH qui le souhaiteraient. Parce que Moodwork est entreprise à mission et qu'on considère qu'un RH qui va bien, c'est un RH qui mènera beaucoup mieux sa politique qualité de vie au travail qu'un RH qui va mal. Et donc, ce qu'on propose via cette plateforme, c'est de l'auto-évaluation pour permettre à chacun de pouvoir s'auto-évaluer, de mieux comprendre individuellement ses facteurs de risque et de protection. Deuxièmement, tout un panel d'outils d'auto-formation sur la gestion du stress, des émotions, de la communication et ainsi de suite. Et 3, l'accès de façon entièrement gratuite à l'ensemble des psychologues du travail et psychologues cliniciens Moodwork. Voilà, donc vous pouvez aller sur le lien que vous voyez dans le chat et vous inscrire et vous aurez à aucun moment sortir une carte bancaire ou quoi que ce soit, c'est entièrement gratuit. Ça marche. Alors, je vous ai passé quelques slides, vous retrouverez l'intégralité de l'étude sur MyRHline. On va conclure quand même sur un point, alors qui est quand même assez alarmant, mais qui est assez commun, Fabienne, on en discutait, au comportement des salariés suite à la crise. Là, on a 48% des personnes qui nous disent penser régulièrement à vouloir changer de job. Et sur ces 48%, on a estimé que sur les 630 personnes qui ont répondu, on a à peu près 20% des RH qui ont engagé une recherche active d'emploi, c'est-à-dire ont passé des entretiens, envoyé des CV. Ce qui montre quand même un désengagement profond. 20%, c'est pas anodin. C'est un phénomène mondial. Ouais. C'est un phénomène mondial. Aux États-Unis, il y a le grand départ. Le phénomène s'appelle le grand départ. Et ça va arriver partout parce que le temps de la pandémie, ça donne du temps à réfléchir, avoir une réflexion sur ce que j'ai fait, ce que je veux faire. Parce que maintenant, le monde, il est moins sûr qu'avant. Alors, moi, que je fais quelque chose que j'aime. Et beaucoup de gens profitent de cette crise pour voir ailleurs, pour faire... Bon, on voit, par exemple, avec Motiva, que l'utilisation de Motiva a bondi parce que Motiva, une des aspects de Motiva, c'est le planning de carrière, c'est le career thinking, c'est ce qu'on appelle. C'est la pensée sur la carrière. Et on voit qu'il y a une augmentation très significative des gens qui ont recours à se poser des questions sur leur carrière et où je vais d'ici et qu'est-ce que je veux faire demain. Oui, je pense que ça, en effet, c'est un mouvement, comme tu le dis, qui est mondial et qui touche pas que les RH. Il n'y a pas d'opposition, de dichotomie entre les RH et les autres professions. C'est vraiment, je pense, un mouvement global. Et ça confirme les chiffres d'autres études qui sont sorties là à la rentrée, qui montrent qu'autant, je pense que pendant les confinements, on y réfléchissait, on y pensait, on se disait, voilà, pour plus tard. Et que là, les gens passent concrètement à l'action et du coup, cherchent vraiment depuis la rentrée à bouger. Et qu'on soit RH ou pas, je pense que c'est un mouvement bien plus large. Exactement.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce résultat d'étude. Donc, vous retrouverez les résultats et puis le replay de ce webinaire cet après-midi sur MyRHline. Merci beaucoup, Zoé, de nous avoir accompagnés. Avec plaisir. Merci Fabienne, merci Léopold. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions par rapport à cette étude, vous pouvez me contacter ou contacter Léopold ou Fabienne, qui se feront un plaisir de répondre à vos questions. Merci, je vous souhaite une bonne journée et un très bon appétit. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.